On va parler du contrat agile. Je suis Jean-Pierre Lambert en compagnie d'Arnaud Georgin. Vous êtes sur Scrum Life, la chaîne qui parle de Scrum, de l'agilité et de la vie de l'IT en général. Abonnez-vous si ce sont des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Georgin. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter brièvement en quelques mots? Bien entendu. Alors, je m'appelle Arnaud, je suis architecte logiciel et j'ai beaucoup bossé en agilité. Quand on s'est connus, qu'on a travaillé ensemble, justement, tu me parlais de tes expériences précédentes et ouais, j'avais été étonné quand tu m'expliquais que tu as vécu un contrat agile qui était un succès, qui a marché. Absolument. Et Jean, tu m'as raconté plein de choses. Et moi, c'est ce que je voudrais qu'aujourd'hui on partage avec toute la communauté Scrum Life, parce que je pense qu'il y a pas mal de points assez intéressants à relever, justement, qui fait que ça marche et qui sont même probablement transposables dans n'importe quel contexte. Si je repose le contexte assez rapidement, c'était donc chez un gros client qui, pour le besoin d'une application de trésorerie, a décidé, de refaire cette application. Ils utilisaient essentiellement des macros et des feuilles Excel. Et en plus d'apprendre ou d'introduire l'agilité dans leur service. Donc le contexte était quand même relativement favorable parce que contrairement à d'autres domaines où les spécifications, les choses peuvent souvent changer, là, le contexte était relativement précis. Les règles métiers, c'est du financier, donc il y a peu de chances que ça bouge. Les gens savent vraiment où ils vont. On pensait que c'était un contexte relativement favorable pour introduire l'agilité dans ce service. Si on séquence un petit peu l'historique du projet, donc c'est un projet qui a duré dans sa totalité entre 8 et 10 mois, je dirais. On a décidé de faire des itérations d'une semaine, de délivrer très souvent, histoire de pouvoir aussi revenir en arrière très facilement, sans avoir des tonnes de code à retoucher ou de spécifications qui partent à la poubelle. Le client avait un cadre très précis en termes de fonctionnalités attendues. On a vu qu'entre le backlog final et le backlog initial, il y avait quand même des changements. Donc c'était bien de faire de l'agile, du coup. Bien de faire de l'agile. Mais il y avait au moins en termes de timing ainsi qu'en termes de budget, des éléments qui étaient très précis. Il y avait une deadline à ne pas dépasser et il y avait un budget maximum à ne pas dépasser non plus. Ils cherchaient à maîtriser leurs coûts tout en ayant l'applicatif qu'ils avaient en tête. Les itérations d'une semaine étaient très bien et notamment dans la phase d'étalonnage, on a fait 5 itérations d'étalonnage pour apprendre à définir une vélocité moyenne acceptable, définir aussi la manière dont on était capable d'estimer chaque user story et chaque itération. Au bout de 2 itérations, 3 itérations, on commençait à avoir vraiment suffisamment de background et de profondeur de backlog pour avoir un abac d'estimation qui soit pas trop loin de la réalité et qui permettait d'avoir des estimations relativement fiables. Et d'autre part, ça avait un autre intérêt de faire cette phase d'étalonnage, c'est que comme à la base c'était un contrat au forfait, il fallait transposer en agile un forfait de société de service classique. Au lieu d'avoir un TJM des consultants au mois, on transposait ce que ça représentait en tarif à la journée par rapport au nombre de points. Donc l'étalonnage de vélocité, au bout des 5 itérations, on faisait une moyenne d'environ 25 points, nous permettait de se dire, voilà, donc sur un mois, on va faire tant de points, fois le nombre de développeurs par rapport à leur TJM, ça donne un prix du point de X. Ouais, alors je pense que du coup c'était quand même assez clair, quoi. On paye au point. Nous facturions au point réellement validé par le client. C'est-à-dire que s'il y a une itération, on faisait 0 point, catastrophe totale, des bugs pas résolus, problème d'infrastructure, peu importe, on ne facturait pas. La partie juste étalonnage, du coup, elle a été facturée comment? Alors celle-là a été facturée en mode forfait classique. C'est le coût des personnes mobilisées. Le coût des personnes mobilisées et sur le temps passé. La phase d'étalonnage servait essentiellement à étalonner et notre vélocité et notre capacité de production. J'entends par là même la capacité de production du client en charge de la rédaction de l'ensemble des spécifications. Ils avaient une part à jouer en fait dans Exactement. C'est-à-dire que l'élément important dans le contrat agile, c'est que les deux parties ont un rôle hyper important. C'est-à-dire qu'effectivement, l'équipe ne peut pas facturer ou la société de service ne peut pas facturer si elle n'a pas réalisé de points. Mais en contrepartie, il y avait quand même des notions de pénalité. C'est-à-dire que si l'équipe n'avait pas pu produire parce qu'elle n'avait rien à produire, le client aurait eu des pénalités. Le client doit fournir et donner vraiment à manger à l'équipe pour que celle-ci puisse produire. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, moi je relève deux choses. Il y a déjà d'une part qui est
on contractualise, ce qui est en fait une réalité sur tous les projets, c'est qu'en Oui. vrai, si le client il n'est pas là, de toute façon, le projet il va dans le mur. Tout à fait. Et vous le contractualisez jusqu'à se dire, ok, non, le contrat, faut qu'il soit à double sens. C'est ça qui est intéressant, c'est que, oui, on se dit contrat agile, ça va pas ensemble, mais en même temps, on voit bien, non, bah, on va appliquer tous ces concepts agiles, on est là ensemble. Tout à fait. Oui, c'est à double sens, chacun fait partie de l'histoire. Le client qui doit être omniprésent sur le projet, produire, valider ce que l'équipe a produit, jusqu'à mettre un coup de tampon pour pouvoir mettre en production, c'est-à-dire ça correspond réellement à ce qu'on attendait et c'est vraiment l'output tel qu'on l'imaginait, et nécessite une présence et une implication aussi forte de l'équipe que du client. En termes d'organisation, on avait presque un 1 pour 1, c'est-à-dire que c'était une équipe de 3 développeurs et il y avait un product manager qui chapeautait 2 PO, mais ils étaient 3 à rédiger des spécifications et à valider ce qui était fait. C'est quand même beaucoup. Alors on fait un petit aparté, est-ce que dans la dynamique, effectivement, c'était vraiment dans une démarche PO où il y avait aussi une grosse composante simplement testeur, validation? Les deux. Il y avait effectivement une grosse composante testeur-validation. On était dans la méthodologie complète, on était en mode TDD, c'est-à-dire qu'il rédigeait des tests et l'équipe ne démarrait les user stories que lorsqu'elles avaient été validées. On était sur un rythme une semaine. Il faut que les user stories, il faut qu'elles soient le plus précises et le plus, pas simple à implémenter, mais il ne faut pas qu'il y ait la moindre question à se poser. Sinon, forcément, la vélocité est tout de suite impactée. Ça, finalement, on en avait parlé sur le Scrum Live d'une semaine, c'est que ouais, on peut pas se permettre de déraper, donc du coup, ça force à être super rigoureux, quoi. Exactement. Ça, c'est trop compliqué, il faut couper. Et même d'un point de vue client, est-ce que le besoin tel qu'on l'a exprimé dans un macro backlog initial, est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de l'intégralité de la fonctionnalité? N'est implémenté que ce que le client a réellement besoin, que ce que le PO a réellement besoin, et jamais plus. Et du coup, justement, cette notion de découpage, elle était là parce que vous le demandiez ou c'était tout ce contexte? C'est le fait que les itérations sont courtes, le fait qu'on paye au point, le fait que le projet est fini, et toi, c'est aussi tout ça. Je suis pas sûr qu'en fait c'était spécialement vous qui le poussiez, c'est le cadre est tel que de même ils se rendent bien compte que, ah oui quoi. Le fait de revenir au fur et à mesure de l'avancée du projet sur chaque user story à venir et de les réestimer finement, l'équipe se connaissait de mieux en mieux. Donc quand l'équipe disait non là il faut vraiment découper cette user story, tout de suite tout le monde se reposait la question. C'est un premier point. Et effectivement le fait de payer au point, ça oblige le client aussi à vraiment se poser la question, à savoir est-ce que c'est utile? Est-ce que je suis prêt à payer aussi cher pour ce besoin-là? Et d'ailleurs, rôle à l'équipe d'estimer au plus proche de la réalité, mais en gardant dans l'esprit, moi, ce que je veux garantir, c'est ma vélocité, et pas dire je veux faire de l'argent sur une fonctionnalité particulière. Donc, il faut vraiment être en totale transparence entre le client et l'équipe pour que le client comprenne quand on lui dit c'est tant de points, oui, ça va coûter cher, mais parce que réellement, ça va coûter cher, ou il faut couper, et auquel cas, c'est à lui après de se poser les questions, est-ce que je suis prêt à payer autant? Quelque part, ça éclaire justement la notion de coût et de budget différemment. Tout à fait. Plus le temps passait, et plus l'échéance en termes de budget, à savoir on ne peut pas dépasser tel budget, avançait, plus on voyait des changements de priorité. C'était assez intéressant. Ouais, avec le temps qui reste, avec le budget qui reste. J'ai de moins en moins d'argent, donc je vais vraiment focaliser mes besoins sur ce que je sais que je vais utiliser et pas des features nice to have. Le fait d'industrialiser et d'automatiser des choses est aussi un facteur de succès et de confiance. On ne passe notre temps qu'à produire ou à se poser des questions avec le client sur comment implémenter tel besoin ou répondre à telle problématique. Ce que je relève qui est intéressant, c'est que quelque part, c'est un peu ce concept de sprint zéro, de préparer les choses en amont, qui est plutôt une mauvaise pratique. Oui. Justement parce que c'est un peu paradoxal de se dire faut qu'on travaille comme ça, mais on va commencer par se donner tous les droits de faire n'importe comment. Alors il vaut mieux commencer le premier sprint. Donc voilà, donc effectivement, sauf que vous n'aviez pas ce besoin d'apprendre à travailler, vous aviez plutôt en tête de non, mais par contre, quand on va y être pour de vrai, face aux clients, avec des vrais enjeux d'argent et tout, là, on ne peut pas se rater, tout doit être nickel. Les premières itérations ont embarqué des prérequis techniques qu'on n'aurait plus eu à adresser plus tard et qui nous permettaient d'avancer de manière vraiment optimale, mais aussi d'embarquer un petit peu de features pour montrer à l'équipe et surtout aux clients
qu'on était en mesure de délivrer et que ça marche. Là, par contre, vous aviez la relation à construire. Exactement, on avait la relation à construire et en plus, eux étaient en phase d'apprentissage. C'est-à-dire que c'était entre guillemets nous qui devions leur apprendre qu'est-ce qu'on attendait d'eux, comment on l'attendait d'eux et comment ça allait s'organiser dans le temps. Avant de finir, j'aimerais aborder un point. Parce que donc j'ai pas connu tes collègues qui étaient dans cette aventure, par contre, je t'ai connu. Tu as un caractère particulier, voilà, effectivement, tu es quelqu'un qui s'impose. Et je pense que ça, dans ce contexte-là, justement, c'était important, ça a joué. Justement, encore une fois, sur ce côté-là ouais, on est en collaboration, mais on ne me la fait pas à l'envers. Effectivement, il faut ça. D'une part, pour soutenir une vélocité, mine de rien, pendant plus de 8 mois, ça peut être un peu éprouvant. Et on s'était quand même donné je le répète, on voulait vraiment que le client soit super satisfait et du produit fini et de la manière dont le projet s'était déroulé. Donc on s'était mis des ambitions assez fortes. Donc c'est vrai qu'il faut avoir quand même cet état d'esprit un peu locomotive pour toujours avancer, même quand il y a des embûches ou il y a des problèmes, passer au-delà et toujours à aller vers le positif et continuer à avancer. Donc ça aide quand on peut s'imposer. Je rebondis sur on ne me la fait pas à l'envers. Effectivement, j'ai une anecdote quand même, c'est que sur un backlog grooming particulier, il y a eu un vrai désaccord sur l'estimation. Et je pense rétrospectivement que ce désaccord, il est surtout venu pas de la complexité à faire, mais du prix que ça engendrait. C'est-à-dire que un des clients un peu plus technique, j'imagine, et qui maîtrisait le module technique qu'il fallait utiliser, contrairement à l'équipe, c'était vraiment un module très particulier, s'imaginait pouvoir le faire en un temps que l'équipe a surestimé. C'est-à-dire qu'on avait un rapport de presque x5, je crois, entre ce que lui pensait faire et ce que toute l'équipe pensait faire. Je pense qu'il y avait aussi une part de peur et on ne connaît vraiment pas le module. On ne sait pas si, contrairement à tout le reste où on maîtrisait parfaitement la techno, le langage, les conditions, ce module-là en particulier, qui est un module de reporting, on n'était vraiment pas sûr de ce qu'on était en capacité de produire et le résultat final. Donc on a eu un peu de mal à s'engager, même beaucoup de mal à s'engager. Et je pense que les frictions ont été notamment introduites par le prix que ça engendrait. C'est-à-dire que quand on a fait x5 par rapport à ce que le client un peu plus technique avait en tête, il a fait sa petite multiplication en disant le prix du point s'étend, voilà, et je suis en train de me faire voler. Ce qui n'était vraiment pas le cas. Et là, il a fallu que je m'impose un petit peu. On l'a fait différemment pour le coup. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment découpé. Donc, on a découpé en plein de petites user stories extrêmement techniques et qui ne servaient à rien si on n'allait pas au bout, en s'engageant à aller au bout, mais avec un OK du client pour rectifier le tir en termes de périmètre fonctionnel si vraiment il voyait que c'était compliqué à réaliser. La conclusion de ça, c'est quand même qu'effectivement, ça a été compliqué. On a mis, je pense, à peu près 3 sprints avant de commencer à être à l'aise avec ce module et qu'il nous a fallu, je pense, facilement 6 ou 7 sprints pour arriver à un résultat proche de ce qu'avait le client en tête. Et donc, du coup, juste pour aller au bout de l'anecdote, au final, vous n'étiez pas si loin que ça avec votre... Effectivement, au final, l'équipe n'était pas si loin que ça et c'était vraiment pas de la mauvaise volonté, c'était pas pour montrer au client on avait raison, c'est que vraiment on est tombé sur une complexité, c'était très peu, le module avait très peu de documentation. Quand on se renseignait chez d'autres collègues ou même dans d'autres personnes au sein du client qui auraient pu se servir du module, personne n'était capable de répondre à nos questions. Donc on a vraiment cherché par nous-mêmes. Et le résultat final, en termes de temps passé, est pas si loin, voire peut-être même plus élevé que l'estimation initiale. Ce que j'en retire comme conclusion, c'est que quand tout le monde joue le jeu, il faut vraiment faire confiance à l'équipe d'une part. Et l'équipe est là, ce sont les meilleurs pour donner une estimation proche de ce qu'ils sont en mesure de produire. Ah oui, c'est toujours celui qui fait, qui sait. Absolument.
Bah, merci Arnaud pour ce retour d'expérience, pour ce partage que je trouve vraiment intéressant. Et puis bah, si ça intéresse d'autres personnes, bah, de toute façon dans la description on va mettre tes coordonnées, tes réseaux sociaux, hein, qu'ils n'hésitent pas à rentrer en contact avec toi. Si vous avez apprécié cet épisode, ce retour d'expérience, ce partage, bah, partagez à votre tour cette vidéo avec d'autres personnes, partagez aussi avec la communauté en mettant des pouces vers le haut. Et puis dans les commentaires, hein, sachant que comme toujours, on fera certainement une vidéo après un peu de rattrapage, les choses intéressantes à creuser plus, vos interrogations, voire des approximations. Et ben voilà, on lira vos commentaires, on verra comment on pourra y répondre. À la semaine prochaine. Vous êtes les plus grands fans. Alors brièvement, Arnaud, est-ce que tu peux t'introduire On va plutôt parler de se présenter, ce sera mieux.